Amis lecteurs, amis lectrices, bienvenue dans notre Strip Track où, vous le savez, de façon usuelle et habituelle, nous allons rentrer un petit peu plus dans une œuvre. Sauf que, soyons honnêtes, jusqu'à présent, je les avais toujours lus pour pouvoir en parler. C'est le premier Strip Track où M. Christophe me demande d'être ici et je ne sais pas de quoi nous allons parler. Salut Christophe. Salut à toi. Et pourquoi alors je reste dans l'ignorance? Alors pourquoi si on n'a pas eu le temps de te le faire lire? C'est pour ça. Voilà. Ah, bah alors on peut arrêter, on reviendra plus tard. Parce qu'effectivement, on va parler d'un album, d'une série. C'est pas vraiment une série, en fait, c'est une histoire en 3 tomes dont l'intégrale vient de sortir. Il s'appelle Les meilleurs ennemis. Et je vais te poser une question tout de suite. Je t'écoute Christophe. Saurais-tu me dire à quelle date, d'après toi, les États-Unis ont eu la première fois ont attaqué Tripoli? La première fois où les États-Unis ont attaqué Tripoli. Les États-Unis, Les États-Unis d'Amérique. Hein, Ok. Je pense que c'était en 1876, après que Carter ait assassiné John Fitzgerald Kennedy. Non, tu as vu que j'inventais? Ouais. Non, je ne sais pas. D'après toi, tu dirais à peu près quelle époque? Ouais, c'est Tripoli. Mais pourquoi ils auraient été attaqués Tripoli? Non, allez, 19... Oh, si tard que ça. Bah, attends, il y avait déjà le temps que les États-Unis se forment. 1908. 1780 et quelques. 1700. Et oui, Punaise. car effectivement, cet album, cette histoire, Cet ensemble cet d'albums. ensemble d'albums, voilà, nous est raconté par Jean-Pierre Filiu, qui est le scénariste, est un historien, et David Bay, un dessinateur indépendant bien connu. C'était aux éditions Futuropolis, et il nous raconte effectivement les relations très compliquées entre les États-Unis et le Moyen-Orient, Jusqu'à nos jours. donc de 1783 à 2013. D'accord. Et effectivement, ça c'était déjà une découverte pour ceux qui apprécient l'histoire mais ne la connaissent pas ouais, c'est systématiquement. excellent. C'est effectivement, les relations sont devenues compliquées dès le XVIIIe siècle, puisqu'effectivement, dès que les États-Unis sont devenues indépendantes, elles ont commencé à être en bisbille avec les barbaresques. Ouais. Alors, l'explication est toute simple, c'est que les États-Unis sont avant même que ça soit vraiment développé à l'époque où c'était juste sur la côte Est, a toujours été un pays extrêmement commerçant, et donc commerçait avec l'Europe et passait par la Méditerranée. Or, jusqu'à présent, la Méditerranée, c'était un peu la chasse gardée des pays du Maghreb, qui étaient avec des sultans, des pirates, etc. Et les royaumes de France, d'Angleterre, d'Espagne, etc. Devaient dealer, devaient négocier pour avoir de la paix, pour que leurs bateaux puissent commercer, puisqu'effectivement, il y a tout le rapport avec tout ce qui était production d'Afrique, passait par la Méditerranée pour arriver vers l'Europe et vers les États-Unis. Et du coup, quand les États-Unis ont pris leur indépendance, les Anglais ont dit, bons camarades comme ils sont, ont dit au sultan, etc., nous on paye juste pour nos bateaux, par contre, tu te débrouilles. Allez-y, amusez-vous avec les bateaux américains que vous croisez. Et effectivement, les pirates barbaresques ont tout de suite commencé à capturer des vaisseaux. Et du coup, tu capturais les vaisseaux, la marchandise, tu prenais en otage les équipages, et du coup, les États devaient payer des rançons pour pouvoir libérer leurs équipages. Et du coup, les États-Unis ont commencé à négocier. 2 futurs présidents américains avaient été ambassadeurs, un à Paris, l'autre à Londres, et n'avaient pas la même position. Donc, il y en avait un qui voulait payer, l'autre qui voulait rendre coup pour coup. Et l'un et l'autre, quand ils sont devenus présidents, l'un a payé, l'autre est allé en guerre et a envoyé des vaisseaux dans la Méditerranée. Et effectivement, la première fois qu'un vaisseau américain a traversé la Méditerranée militaire pour aller faire un blocus à Tripoli, c'est dans les années 1787, je crois, 1787-88. Donc voilà. Et donc, on a tout ce récit, donc ça commence à cette époque-là, ce triptyque, qui a été écrit donc il y a quelques années, qui raconte. Ça ressort en fait. Donc là, c'est une intégrale qui va sortir
qui sort en décembre 2018. Futuropolis aussi? Toujours eu, bien sûr, chez Futuro. Donc là, c'est l'intégrale complète. Donc on est, parce que d'ailleurs, je me suis un peu renseigné. Je dis, Ouais. il y aura pas de quatrième tome parce que là, on va donc de cette époque-là jusqu'aux attentats. Enfin, on va jusqu'à 2013, c'est ça. Ouais. Donc on dépasse un peu le 11 septembre. Maintenant, il part du principe que la boucle est bouclée, c'est que Ah bon oui, parce que à partir du moment où les États-Unis ont commencé à mettre des lignes jaunes, entre autres sur ce qui se passe actuellement en Syrie, avec l'usage des armes chimiques, et que Barack Obama a dit c'est une ligne jaune qu'il ne faut pas dépasser, et que la ligne jaune était dépassée, mais que les Américains ne sont pas allés, n'ont pas réagi plus que ça, là, les auteurs partent du principe que cette relation d'interventionnisme régulier entre les États-Unis vers le Maghreb, ça, voilà, la politique américaine vient de changer et est passée à un autre cap. Parce qu'effectivement, on va avoir, comme les couvertures un peu l'indiquent, on a vraiment toute l'histoire de l'interaction que les États-Unis ont eue. On les connaît quand même. Hein. Voilà, ah bah oui, voilà, tu as vraiment donc là c'est le Pacha, un des Pachas. Après évidemment tu as Khomeini, et puis ah non, bon, je me rappelle même plus son nom. J'allais dire. Germain le disait au micro, mais non, c'est pas Saddam Hussein qui est en couverture là. Hein. Non, c'est. Ah, allez, bon. Dans les grottes. Vous l'avez. C'est ça. Donc cette histoire, c'est un livre d'histoire. Hein. Extrêmement didactique. Ben Laden. Ben Laden, voilà. Ben Laden. Donc c'est une histoire très didactique qui nous raconte effectivement l'histoire politique du Moyen-Orient avec l'influence. Donc il y a vraiment tous les éléments. Ça commence, et là c'est fait aussi avec un dessinateur, c'est aussi l'intérêt de l'ouvrage, c'est fait par David B, qui est un des fondateurs de l'association. De l'association, les éditions de l'association. Donc c'est un auteur de la bande dessinée indépendante qui a révolutionné, enfin fait partie des auteurs qui ont révolutionné la bande dessinée indépendante. Et donc graphiquement, voilà, il y a aussi toute une recherche graphique pour montrer pour représenter de façon extrêmement imagée, parfois conceptuelle, des situations, des scénarios. Et puis à mon sens, toi, c'est magnifique. Toi, il est capable d'avoir, par exemple, des scènes comme ça, mais toi, quelque part, ça fonctionne encore mieux, parce que l'objectif, c'est de ne pas avoir trop de démonstrations. Pas texte, on n'est pas dans l'aventure. On n'est pas dans la BD. On n'est pas démonstratif. Oui, c'est ça, purement. L'objectif, c'est d'exprimer des idées, plus des idées que des sensations, clairement. Mais c'est ça, et puis des idées qui sont assez fortes. C'est très complexe, hein, puisque on sait pertinemment que toute cette culture, ces idées, etc., sont extrêmement complexes. Bah oui. C'était la question que j'allais te poser du coup. Et d'ailleurs, la complexité fait que donc tu as 3 tomes qui se passent effectivement sur 2 siècles, mais en fait, le premier 1783-1953. Donc ça va vite, c'est les grands passages. Et puis après, tu vois que les relations deviennent de plus en plus compliquées, puisque le tome 2, 53-84, et après 84-2013. Donc effectivement, on sait bien que les relations et que la situation, c'est plus que la relation, c'est l'interdépendance de ces deux régions, quelque part, et devient de plus en plus forte et de plus en plus complexe. J'imagine interpénétrée d'internationalisation, de mondialisation, voilà. etc. Mais du coup, j'ai quand même une petite question, parce que nous avons reçu, et là dans le cadre des alinéas ou des casus belli, c'est-à-dire les émissions historiques par rapport à des conflits, voilà. Il y a des périodes conflictuelles, quand le conflit n'est pas qu'un instant de guerre, mais un petit peu plus long. On a reçu des spécialistes par rapport au Moyen-Orient. La question se pose très régulièrement sur l'aspect historique, raconté, l'accès aux sources, à quel type de sources. Est-ce que l'accès aux sources des deux parties impliquées, là en l'occurrence États-Unis et Moyen-Orient, permettent de faire quelque chose le plus dégagé possible, puisque si on veut raconter l'histoire, il ne faut pas forcément
pas forcément, j'ai dit que c'est possible, hein, mais pas forcément être parti pris en parti Non, pas de jugement. sans Éviter jugement, le jugement, tout à en fait. disant bah, ça se raconte comme ça parce que la succession d'événements et d'influences politiques, économiques, sociologiques, voire historiques en l'occurrence, voire géographiques, bref, peut amener à comprendre mieux l'histoire. Toi qui l'as lu, est-ce que ce non-parti pris, est-ce que cette recherche hagiographique, cette recherche bibliographique te paraît est-ce que ça reste quand même équilibré, voilà. Est-ce que ça reste une bande dessinée en disant je vais apprendre le point de vue de Jean-Pierre Filiou illustré par David B, ou est-ce que je peux en confiance tenter de mieux comprendre le conflit parce que j'ai quand même quelque chose d'assez globalisé? C'est une lecture historique. C'est une lecture historique, mais effectivement, alors sans jugement, mais avec un parti pris. De toute façon, toute écriture de l'histoire a un parti pris. Personne ne peut t'écrire une histoire sans te donner son point de vue. C'est évident. Hein. Tu prends les guerres napoléoniennes, tu n'auras pas du tout la même façon de l'exprimer quand c'était français ou c'était anglais, déjà. Et là, effectivement, on est sur un parti pris. C'est-à-dire, je montre tout de suite l'introduction du premier tome, qui sera l'introduction de l'intégrale. Ça commence sur l'histoire 2400 ans avant. Donc c'est une fable qui raconte la création d'un temple avec des dieux, etc. Donc c'est comment est-ce qu'un roi et son bras droit vont aller couper des zèbres au Liban, évidemment, pour construire un temple, parce qu'ils veulent, enfin pas un temple, mais construire un palais, et vont aller se retrouver face à des démons, etc. Et donc tu as cette histoire-là qui était racontée, mais il faut savoir que une partie des dialogues qui ont été écrits et qui sont dans la bouche des personnages, une fois de plus, nous sommes les seuls à nous tenir entre un monde de paix et un monde de chaos et d'alarme. Une fois de plus, nous sommes appelés à défendre la sécurité de notre peuple et les espoirs de l'humanité. Nous acceptons cette responsabilité. Ça, c'est des discours historiques. Et ça, ce sont en fait des discours qui viennent de George Bush et de Donald Rumsfeld en 2002-2003, lorsqu'il était question de justifier l'agression, enfin l'attaque, l'agression, j'allais dire l'agression contre l'Irak, puisque là, on est sur la deuxième guerre d'Irak, dont les motivations sont beaucoup plus sujettes à caution. En tout cas, tu prends la seconde guerre d'Irak, tu te poses la question à un Européen, surtout à un Français ou un Allemand qui ont fortement lutté contre le déclenchement de cette guerre, et les Américains, on n'a pas du tout la même façon de le voir, de présenter. Donc effectivement, c'est une vision assez européenne, clairement, de cette histoire-là. Donc ça reconnaît les responsabilités, voire même les culpabilités, les recherches d'intérêt clairement, voilà. en ne les niant pas. C'est absolument pas une histoire édulcorée. Voilà, on n'est pas du tout aplani. Ils disent les choses telles qu'elles sont. Comment est-ce que le Shah d'Iran est tombé, pourquoi, les luttes avec un premier ministre iranien, pas iranien, si c'est peut-être iranien, enfin les luttes de pouvoir qui ont pu y avoir à certains milieux, comment l'Arabie Saoudite a été créée, comment est-ce que les Anglais et les Français, dont toute une partie du Maghreb était leur chasse gardée, il ne faut pas l'oublier, avant-guerre, ont été littéralement expulsés par les Américains au nom de l'indépendance des pays. Mais voilà, grosso modo, les luttes d'influence ont changé, entre autres avec la guerre froide. Donc ça, c'est abordé, c'est expliqué. C'est un ouvrage, à mon sens, extrêmement didactique et on apprend énormément de choses. Avec un point de vue, évidemment. Grosso modo, ça vous donne pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette histoire-là, ça vous permet aussi de rentrer dedans et après d'approfondir votre culture. Et d'aller chercher. Pour ceux qui connaissaient l'histoire tout ou partie, ça vous donne aussi un point de vue qui vous permet de vous interroger. Je ne dis pas qu'il faut pas prendre, faut jamais prendre un ouvrage politique parce que c'est un ouvrage. Tout livre d'histoire est politique. Il ne faut jamais le prendre comme argent comptant, il faut toujours y réfléchir et se positionner dessus. Le fait, effectivement, de passer, de prendre non pas un dessinateur classique, mais un dessinateur vraiment qui a une vision vraiment artistique par rapport à tout ça,
permet aussi de prendre du recul parce que voilà, on n'est pas sur du documentaire. On n'est pas sur un documentaire, on est plutôt effectivement sur un livre d'histoire qui va raconter effectivement l'Algérie, le Liban, l'Irak évidemment, la guerre Iran-Irak. Voilà, toute cette histoire-là avec un continent qui nous paraît éloigné. Parce qu'effectivement, quand on parle des États-Unis, on pense plutôt à une actualité récente, dans les années 80. Or, en fait, tout ça, ça nous explique aussi que tout ça est beaucoup plus historique qu'avant, puisque ça rappelle aussi que le Moyen-Orient était un passage obligé à l'époque du commerce par rapport à la Méditerranée, et qu'après, avec l'arrivée du pétrole, les enjeux sont devenus différents. C'est ça qui est intéressant aussi. Les problématiques sont restées les mêmes, mais les enjeux étaient différents. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, ça fait un beau pavé. Ça se lit bien. Très très bien. Alors je ne sais pas comment toi, vu que tu es plus classique, traditionnel niveau dessin, je ne sais pas comment toi tu le ressens en ce temps. C'est-à-dire que je vais passer effectivement uniquement, c'est pas vrai, la preuve que non, mais c'est parce que tu me l'as présenté. C'est-à-dire que sinon je serais peut-être passé un petit peu vite, il aurait fallu que de moi-même je me dise j'ai envie d'en savoir plus, alors que là, la façon dont c'est présenté, j'allais te poser l'autre question, mais a priori vu qu'il s'arrête en 2013 et on a déjà posé les questions dans l'alinéa, moi j'aimerais plutôt savoir, est-ce que du coup de cette histoire, de tout ce qu'on peut y apprendre, y a-t-il des solutions pour améliorer ces situations entre États-Unis, Moyen-Orient, sur les situations, puisqu'il n'y en a pas qu'une au Moyen-Orient, y a-t-il des solutions pour pacifier un petit peu tout ça? Il s'arrête en 2013 et je ne crois pas que ce soit un analyste, historien, il ne propose pas des solutions pour améliorer les choses, mais ne serait-ce que pour comprendre ce qui peut m'inquiéter en termes de paix mondiale, je pense que là maintenant, oui, je vais l'emporter. Ça t'explique des clés, mais ça te donne. C'est pas un. Des clés de compréhension. C'est un livre d'histoire politique, mais c'est pas d'opinion politique. Voilà. Même si effectivement il y a une opinion de l'origine des choses, mais il n'y a jamais, absolument pas aucune notion de qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et il y a aussi un parti pris de dire que à partir du moment où Barack Obama a décidé de laisser faire, grosso modo, la Russie de Poutine, a laissé un peu la Russie devenir un élément d'influence important par rapport à la Syrie, d'office, ça faisait que l'histoire américaine n'avait pu changer radicalement et n'était plus du tout la même que les 2 siècles précédents. Ouais. Du coup, vous voilà avec les frères ennemis potentiellement entre la main. Ennemis intimes. Ennemis intimes. Les meilleurs ennemis. Les meilleurs ennemis. On vous en fait 3 des titres pour le prix d'un. Voilà, les meilleurs ennemis. Intimes, les frères ennemis, les meilleurs ennemis. Et en fait, c'est les meilleurs ennemis qui expliquent. Les meilleurs frères ennemis intimes. Merci Germain. Ce sont les meilleurs ennemis qui effectivement résument bien. Puisque c'est le Maghreb déjà c'est compliqué et on parle pas d'un seul pays, on parle et du coup effectivement historiquement parlant et même actuellement vous avez des alliances, ce sont toute une réunion d'alliances complexes. Voilà de quoi vous faire à la fois une bonne séance de lecture de bande dessinée, un petit peu de réflexion historique et de compréhension beaucoup plus géopolitique actuelle. Tout ça dans Les meilleurs ennemis, c'est dans la Strip Track et c'est le premier Strip Track où je ne vais pas vous le dire, allez le lire, où je vais vous dire, je vais le lire.